C'est ce moment où la langue rompt avec l'académisme, elle devient et à la fois totalement pris dans la contrainte des vers et à la fois intégrant les patois, intégrant le quotidien. C'est-à-dire que La Fontaine, je vous ai dit ça tout à l'heure, La Fontaine, par exemple, moi je ne pourrais pas répondre quelle est ma fable préférée. Il y a une fable extraordinaire sur le pouvoir. Un jour, je la dirai au président de la République parce que je pense qu'il échappe. C'est une fable, je ne peux pas vous la dire tout entière parce qu'elle est très complexe. Ça commence par, je ne vous la fais pas en intégralité, parce que d'abord, il faut quand même venir au théâtre pour écouter l'intégralité des spectacles. On ne peut pas le faire comme ça dans un jardin merveilleux. Mais il y a un... Je vous la fais rapide. C'est lié au pouvoir. Oui, je n'avais pas pensé que je le dirais. Il commence en disant « Un homme vit une couleuvre. Oh, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. » À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. Et là, on est dans la rupture très La Fontaine. Hein, on pourrait aisément s'y tromper. Bon, résultat. Le serpent dit « Non, ne me tue pas, je ne suis pas abject. Demande à tous les animaux, ils vont te dire que je suis loin d'être le pire. » Et à un moment, La Fontaine dit si, bon, l'autre lui dit « Bon, d'accord, on va y aller. » Alors, une vache était là. On l'appela. Elle vient. Ça n'a l'air de rien. Une vache était là. On l'appelle. Elle vient. Le cas est proposé. C'était chose facile, fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler? La couleuvre a raison, pourquoi dissimuler? Et elle explique que les hommes la maltraitent. Puis après, on demande à un bœuf. Puis après, on demande à un arbre. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pis encore. Il servait de refuge, etc. Il raconte toute la beauté de son métier, et puis boum, on le casse comme un rat. Tac, 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 tac. Que se passe-t-il? L'homme... J'avais pas du tout prévu celle-là. L'homme se met en colère et n'est pas du tout content. Et La Fontaine dit en deux mots, ce qui ne correspond pas du tout au président actuel, la dernière phrase de cette fable, c'est la dernière phrase de la fable, c'est mais que faut alors est-ce qu'on doit dire la vérité aux hommes, au pouvoir, aux gens qui ont des puissances incarnées? Est-ce qu'on doit dire la vérité? Génial ton signe, j'ai adoré. Tu as dit bonjour à ta fiancée. Et alors, figurez-vous que La Fontaine termine la fable en disant l'homme fut extrêmement irrité de tout ça. Il prend le serpent, il le jette contre le mur, il meurt. Et la fable, la morale dit que face aux puissants, le mieux est que faut-il donc faire? Et La Fontaine répond parler de loin ou bien se taire. C'est presque du Cioran. Mais je pense qu'avec Emmanuel Macron, il n'est pas fait et il ne désire pas qu'on parle de loin. Peut-être qu'il échappe à cette morale de La Fontaine, parmi mille d'autres choses. Voilà. Mais au-delà du fond, ce que tu viens de dire qui est important à mon avis, c'est le style, c'est-à-dire la liberté dans la contrainte. Oui. Et le fait qu'il est infiniment moderne dans le style. C'est ça. La rupture. C'est-à-dire presque l'oralité. Si Céline adorait à ce point-là... Comment on arrive de Céline à La Fontaine? C'est par cette même liberté, cette rupture. C'est-à-dire, la langue écrite éteint l'émotion de la langue parlée. La Fontaine, Molière évidemment aussi, La Fontaine est ce moment unique dans l'histoire de la littérature, où tout d'un coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, un homme vit une couleuvre, ah méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable, si on veut un peu rapper, toi, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers, à ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper, le serpent, à ces mots se laissant attraper, etc. Ces ruptures, cette fluidité, ce bonheur d'écriture, cette chose qui rompt avec l'écriture plate, ce moment... Parce que qu'est-ce que c'est La Fontaine? C'est un adaptateur de génie. Il n'est pas aussi génial dans ses contes, c'est un très grand écrivain. Mais ce moment unique dans l'histoire de la France, que les contes, qui ne sont en réalité que des adaptations d'un monsieur génial qui s'appelait Ésope, mais Ésope, ça pèse 4 tonnes. C'est lourd. Le livre des Lumières de Pipelet, dont La Fontaine s'est inspiré. La Fontaine est le plus grand adaptateur
exceptionnel. C'est le génie. Toute la science, toute l'immortalité de la morale vient des anciens. Mais La Fontaine s'en empare. Et il va, je ne sais pas, par exemple, vous voyez, je ne sais pas, des milliers, quand tu vois les fables de La Fontaine, les fables d'Ésope, il n'y a jamais de légèreté. Vous voyez, si on me demandait Il les casse, il les rompt, il les réinvente. Il les réinvente. À la fois, il les modernise et il les met dans un espace qui semble lointain. Mais là, tu as raison, c'est qu'il y a chez La Fontaine, je pense, Molière, chez Maupassant, ça aussi, chez Céline, oui. Cette volonté d'intégrer, en effet, l'oralité. Et de ne rien enlever à ce que la littérature a d'intimidant, à ce que l'écriture a de génial et du corset de la forme qu'ils adoptent, mais d'y plonger quelque chose qui paraissait complètement hors champ. Qui est surgissement de la vie. Et le génie est là. Et la langue française est géniale en cela. Et la langue française, pour citer Monterland, ne trouve sa liberté qu'au milieu des contraintes. Et si par exemple, on pouvait illustrer ce qu'on a traversé dans le confinement, on a 3 solutions très très rapides. Sur l'amitié, celle-là je vais essayer de vous la dire. Certains ours montagnards, parce que là, ça vaut vraiment pour tout le gouvernement toute l'année. Certains ours montagnards, ours à demi léché, ça n'a l'air de rien. Il est à demi léché. Vous avez compris ça, l'incroyable précision de La Fontaine? Un ours à demi léché. On ne sait pas ce qu'il est. Mal léché, bien léché. Non, il est à demi léché. Certains ours montagnards, ours à demi léché, confinés. Là, ça devient sublime. Confiné par le sort. Nous, on a été confinés par le Covid. Lui, il a été confiné par le sort. Nouveau Bellérophon vivait seul et caché. Et là, c'est un grand conseil qu'on peut dire au gouvernement, à Blanquer, à Véran. Il fut devenu fou. Écoutez-moi bien. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Tu vois à quel point on demandait qu'on réouvre, parce qu'il l'a dit. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, et meilleur de ce terme, et tous deux sont mauvais, alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de Flore, il l'était de Pomone encore. Ces 2 emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis, les jardins parlent peu. C'est pas sublime? Les jardins parlent peu, c'est sublime. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre, si bien que lassé de vivre avec des gens muets, notre homme un beau matin va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours porté d'un même dessein venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur, mais que faire et comment esquiver? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit: viens en me voir. L'autre reprit: Seigneur, vous voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que de prendre un champêtre repas. J'ai des fruits, j'ai du lait. Ça n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. L'ours l'accepte. Et d'aller. Les voilà bons amis, avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit, à ce qu'il semble, beaucoup mieux seul qu'avec des sots, prenez conscience, et bien qu'on soit, à ce qu'il semble, beaucoup mieux seul qu'avec des sots, comme l'ours en un jour ne disait pas 2 mots, voilà un miracle de La Fontaine. Vous avez vu, hein? Ça, c'est un miracle de La Fontaine. Vous avez vu, et bien qu'on soit, à ce qu'il semble, beaucoup mieux seul qu'avec des sots, il n'y a aucune rhétorique. Comme l'ours en un jour ne disait pas 2 mots, vous avez vu ça? Même Baudelaire, que j'adore, est dans la rhétorique. Mais là, il n'y a aucune rhétorique. Vous avez... Hein, l'ours, l'ours, en un jour, ne disait pas 2 mots. Vous voyez, c'est presque des voyous qui parlent ensemble. T'as pas dit 2 mots, toi, je vais t'en mettre une. Non, comme l'ours, en un jour, ne disait pas 2 mots. C'est un miracle, là. L'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon émoucheur, écartait du visage de son ami dormant, ce parasite ailé, que nous avons mouche, appelé. Un jour, que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se placer, une l'ours au désespoir, je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme, aussitôt fait que dit, le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche.
Et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide, mort, étendu sur place, il le couche. Et ça se termine par le génie de sa morale. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. J'adore, il y a tous les conseillers du président qui, au lieu d'écouter La Fontaine, se disent qu'on est dans les temps. Il n'y a rien de plus important, madame, elle a envie que ça s'en aille. Donc, c'est ça c'est le drame de la technocratie. Tu vois, il y a un moment sublime, mais il y a un truc à respecter, c'est comme la contrainte chez La Fontaine. Au milieu de la contrainte, il y a de la liberté. Donc voilà ce que je voulais dire à Emmanuel Macron, notre président. C'est 2 petites fables que je n'avais pas prévues, mais là on a eu l'illustration de cet événement unique, ces ruptures, cette incroyable fluidité, ce bonheur d'écriture. J'espère que vous l'avez ressenti, ce n'est pas les conditions idéales. Surtout de ce qu'est la langue française quand elle est dite. Et c'est aussi ça, moi, à quoi on tient, enfin, ce que tu représentes et fais vivre, et ce que tous nos concitoyens qui vont au théâtre pour te voir ou pour entendre les textes savent. Mais je trouve qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes dans ce qui se dit. C'est que le génie ressort quand il y a en effet cette liberté qui est prise, mais parce qu'il y a une maîtrise qui arrive à son comble de la contrainte et de la forme classique. Et le génie est là. Et je le dis parce que Rimbaud, qui est peut-être celui qui déconstruit le plus la forme, il est moins un poète de l'oralité, sans doute, mais il est un poète de l'image, de la couleur. Et cette symphonie, mais il explose totalement, il prépare le surréalisme et il explose. Mais Rimbaud, il ne faut jamais l'oublier, à 16 ans, est un génie de la peinture la plus classique. Il parle latin, il écrit latin. Voilà. Et donc cette liberté n'existe que quand on a appris et maîtrisé les canons et la forme. Et je trouve que c'est très important pour les gens, parce que les gens pensent que tout ça est spontané et que c'est un art facile. Je vois que tu as Valérie dans les mains. Valérie n'a cessé dans sa vie de dire que la plus grande sophistication de l'écriture, c'était d'arriver à ce naturel. Mais c'était un immense travail qui ne devait jamais paraître. Et c'est ce qui l'oppose d'ailleurs à un Baudelaire qui aime l'artificialité. Voilà. Mais pour nos concitoyens, je trouve que c'est important qu'ils ne se disent pas le plus beau dans La Fontaine, c'est au fond la liberté qu'il prend. C'est la liberté dans la contrainte. Et je trouve que c'est ça. C'est la liberté dans la contrainte. Et ce surgissement. Et ce surgissement. Et ce qui est absolument unique, ce qui est complètement unique, effectivement, c'est que je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais c'est merveilleux. Et puis la dame veut qu'on s'en aille, donc on va y aller. Après, c'est de dire pourquoi lire à voix haute. Parce que... je sais ce que je voulais dire, Emmanuel. Je sais ce que je voulais dire. C'est que s'il n'y avait pas Peggy, s'il n'y avait pas les profs, s'il n'y avait pas les instituteurs, moi je n'ai pas été à l'école, mais j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Jean-Laurent Cochet. À 19 ans, je fumais du hashish, j'allais à Kaboul et j'ai été chez Cochet. Ça a été mon professeur. Après, j'ai eu Éric Romer, après j'ai eu d'autres professeurs. Mais l'incroyable importance, quand Peggy dit de tous ces hommes, les meilleurs étaient peut-être encore ces bons instituteurs, que tous ces êtres humains qui étaient nos instituteurs. Et il dit, il est vrai que ce n'était point pour nous des instituteurs ou à peine, c'était des maîtres d'école. Ils avaient le plus beau métier du monde, ils transmettaient Corneille, Racine, Victor Hugo, Rimbaud, La Fontaine. Ils étaient habillés de noir avec un costume noir et un liséré violet. Ce sont nos maîtres d'école. Ils faisaient le plus beau métier du monde. Et nos vieux maîtres d'école n'étaient pas seulement des hommes de l'ancienne France, même si lui incarne notre président une nouvelle France. Lui, Peggy, il dit, mais même si ces gens incarnaient l'ancienne France, ils enseignaient aussi la même chose que les curés. Eh bien, je vais bien les étonner. Oui, Peggy, grand socialiste, dit, les instituteurs disaient la même chose que les curés. C'est-à-dire, en un mot, si quelqu'un a une passion pour son travail, ça le mettait à l'abri. Puis après, la modernité est arrivée, l'horreur de la modernité, de la technique, et ceux-là ont été mis en danger. Et le grand hommage aujourd'hui, c'est de savoir qu'on a la chance d'avoir un musée d'un monsieur là, qui est là, que je pensais un peu ambigu sexuellement et qui est totalement hétéro, eh bien ce monsieur nous a fait découvrir des choses extraordinaires, il nous a montré des choses, c'est la passion, faut filmer ce monsieur, parce que la France, c'est ça, c'est un pays rempli de gens investis dans des choses extraordinaires. Tout va bien se passer, vos enfants seront contents et votre épouse rassurée.
Mais peut-être, non, monsieur, dites deux mots quand même sur... Venez. Très monsieur, simple. Alors, quand même, tournez-vous par là. vous êtes donc... Oui, mais pas long, parce qu'on Non, n'a non, pas le droit. 2 Vas-y, minutes, on vas-y. n'a pas le droit. Donc vous êtes ici, chez Jean de La Fontaine. Voilà une maison du milieu du XVIe siècle que ses parents avaient achetée en 1617 et dont il est resté propriétaire jusqu'à l'âge de 55 ans. Il y a écrit, il y a fait plein de choses et aujourd'hui c'est un merveilleux musée, plein d'âmes, qui parle des fables, qui parle des contes, qui parle de plein de choses. Et nous serons heureux, toute l'équipe du musée et moi-même, et grâce à Monsieur le Président qui nous fait cet honneur aujourd'hui, à Monsieur Lucchini, de venir nous rendre visite afin que rayonne le musée La Fontaine dans cette belle ville de Et Château-Thierry. j'ai quelques photos des petites impénétrations d'humidité. On Voilà. les donnera au maire et on réglera Voilà. le problème. Parce qu'on aura besoin de travaux. il y a besoin il y a des d'argent pour endroits- cette maison. Dites-nous Absolument. à Et peu près. on va lancer les travaux pendant 2 ans parce que l'intérieur du musée a besoin d'être à l'image et portant l'honneur de son ancien propriétaire et pour pouvoir accueillir les publics dans des conditions les plus intéressantes possibles et de la meilleure façon. Donc Le travail qui a été fait déjà est remarquable. Alors, Est-ce que- le travail de restauration je des pense que- façades il y a 10 ans a été très très bien fait. Et donc, mais l'intérieur souffre. Le cabinet de travail commence à fatiguer vraiment. Il date encore du 17e, mais il a besoin d'un petit coup de Disons la vérité, rafraîchissement. il y a une infiltration d'eau. Ben oui, que vous avez remarqué. Oui, 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 je l'ai excusez-moi, je vous ai un petit peu Un orienté. peu comme tu sais, comme sur TF1, quand il y a des dégâts des eaux, il y a Oui, tout c'est le- ça, c'est un peu ça. Bah, il y a un petit problème Et- de dégâts des eaux. et donc, il y aura quand même un lancement d'un appel au don national avec la Fondation du patrimoine qui sera donc lancé le 8 juillet, puisque vous savez que c'est le 8 jour juillet, anniversaire. voilà, Qu'il est né. des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, notre glorieux poète.